Bonjour à tous auditrices et auditeurs, vous écoutez Natsukashi, le podcast manga. Et dans ce deuxième épisode, j'aimerais vous parler des différents titres qui composent ma wishlist. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais apporter quelques précisions méthodologiques. Tout d'abord, les titres dont je vais vous parler, ce sont uniquement des titres qui sont déjà en cours de parution en France. Excite donc tous les titres qui ont pu être annoncés pour l'année 2024 à venir, mais pas d'inquiétude si ça vous intéresse parce que je leur réserve un épisode dédié. Évidemment, pour vous présenter ces différents titres qui composent ma wishlist manga, je ne vais pas pouvoir éviter un certain effet de listing parce que je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail véritablement de chaque titre. D'autant plus que, et c'est le concept, je n'ai pas lu les œuvres. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire un pitch extrêmement rapide en une ou deux phrases maximum. Je trouve pas que ce soit nécessairement intéressant de s'étaler beaucoup sur cet aspect-là, et je vais essayer de vous dire un petit peu quel est mon sentiment sur l'œuvre, qu'est-ce que j'attends d'elle, pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse tout simplement. Le but de vous présenter cette wishlist, c'est tout d'abord, malgré le fait que j'ai pas lu les titres, pouvoir peut-être susciter votre intérêt sur l'un ou l'autre d'entre eux. Également, évidemment, je suis très preneur d'avoir vos retours si vous les avez lus. Est-ce que vous les avez aimés ou pas ? Est-ce que vous me les conseillez ? Est-ce que vous me les déconseillez éventuellement et pour quelles raisons ? Enfin, je trouve ça également intéressant de vous présenter ma wishlist parce que Natsukashi en est encore à ses prémices et ça me permet un petit peu de manière détournée de vous présenter mes goûts en matière de manga ou en tout cas sur ce que j'aime lire en ce moment et pourquoi pas, si nos goûts se rejoignent un petit peu, de vous donner envie d'écouter les prochains épisodes du podcast. Alors trêve de bavardage, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai quand même plus d'une quarantaine de titres à vous présenter. Mais tout ça après le générique. On démarre cette présentation avec la série A Sign of Affection, publiée chez Akata. La série comporte 7 tomes actuellement en France, le 8e tome va sortir très prochainement au mois de janvier, et au Japon, la série est toujours en cours avec 9 volumes. Au niveau du synopsis, ça va être assez rapide, il s'agit d'une romance entre deux jeunes adultes, avec pour particularité que la protagoniste est sourde. C'est un titre qui a de super avis, ça a l'air d'être une romance toute douce, assez bienveillante, très tournée autour de la communication, et c'est les raisons pour lesquelles elle m'intéresse. D'autant plus que, comme je l'ai dit, les retours sont vraiment excellents. La deuxième série sur cette wishlist n'est autre que Aria de Masterpiece, publiée chez Kiun et terminée en 7 volumes. A noter qu'il s'agit d'une réédition. On y suit une jeune terrienne envoyée sur Mars, qui a été colonisée par l'homme, pour apprendre le métier de gondolière dans une ville où il est central, puisque cette ville est bâtie sur le modèle de Venise. On va la suivre dans son quotidien et sa découverte de ce monde dont elle ignore tout. Aria, c'est un titre qui est considéré par les personnes qui aiment la tranche de vie comme une véritable référence du genre, et étant moi-même un grand fan de tranche de vie, c'est vraiment une série que j'ai envie de découvrir et qui a l'air pleine de qualité. D'autant plus que j'ai tendance à vraiment apprécier la tranche de vie lorsqu'elle est aussi mélangée à des éléments de fantasy ou de science-fiction. J'aime beaucoup cette alternance en fait entre petits moments de la vie quotidienne mais qui sont quand même twistés par des éléments surnaturels. On enchaîne avec la série Astra Lost in Space, publiée chez Nobinobi et terminée en 5 volumes. Dans Astra, on suit un groupe d'étudiants en mission spatiale dont la navette va se perdre suite à différents événements, et c'est en fait le départ d'un huis clos de survie et de mystère. Astra, c'est un titre qui m'intéresse depuis pas mal de temps, qui a l'air assez dur, c'est un titre qui est catégorisé en shonen, mais pour autant il a la réputation d'être un titre qui ne fait pas de cadeau à ses protagonistes, et j'ai eu l'occasion d'en reparler dernièrement, ça a réveillé mon intérêt pour ce titre, et vraiment j'aimerais bien mettre la main dessus pour découvrir un petit peu ce qu'il en est. Il s'agit donc d'un titre de science-fiction, aventure, mystère. On enchaîne avec Bip Bip Boy de Rensuke Oshikiri, qui est publié chez Omake Manga par l'auteur de High Score Girl. High Score Girl, c'est un titre que j'ai énormément aimé, c'est une romance sur fond de jeux vidéo rétro, c'est super agréable comme lecture. L'anime aussi est très très bien, je vous le conseille. Et dans Bip Bip Boy, donc une série terminée en 3 volumes, on a en fait droit à une autobiographie de l'auteur, également très axée sur le jeu vidéo rétro, et puisque j'ai adoré suivre High Score Girl, il n'y a aucune raison, je pense, pour que Bip Bip Boy ne me plaise pas, surtout que j'adore quand il y a une dimension autobiographique, donc c'est aussi un titre que j'ai envie de découvrir, et en plus, c'est pas un gros investissement, c'est parfait. On enchaîne avec la série suivante, et il s'agit de BL Métamorphose, publiée chez Kiun et terminée en 5 volumes. C'est une série dans laquelle on va suivre deux protagonistes et leur amitié naissante autour de leur passion commune pour le boys love.
La particularité, c'est également que nos deux protagonistes ont un grand écart au niveau de leur âge. On a une jeune fille et une dame âgée. Ça va être l'occasion pour l'auteur de développer un certain nombre d'éléments qui sont propres à ce genre d'amitié intergénérationnelle. Ça a l'air extrêmement chill, extrêmement bienveillant. C'est également une lecture sur laquelle, depuis plusieurs années, j'ai entendu plein de retours très positifs, et ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de mettre la main dessus maintenant. Pareil, c'est une série assez courte, donc c'est pas un gros investissement, et je pense que dès que je l'aurai trouvé d'occasion, je la prendrai. On enchaîne avec la série Boys Run the Riot, publiée chez Akata et terminée en 4 volumes. C'est une série qui parle de transidentité et d'affirmation de soi, dans laquelle on va suivre deux protagonistes qui vont développer également une amitié autour de leur passion commune pour la mode et d'un projet de création d'une marque. C'est un titre qui a l'air très intelligent, très juste dans son traitement. J'ai également lu plein de retours super positifs sur la série. À nouveau, on est sur une série courte et c'est un point positif. Donc c'est également une série que j'ai très envie de découvrir. Comme pour la plupart des titres dont je viens de vous parler, on est très clairement sur de la tranche de vie. Gros coup dur pour le côté série courte de cette sélection, parce que là on enchaîne avec un gros morceau. C'est Chihayafuru, publié chez Pika, une série qui compte actuellement en France 43 volumes et qui est terminée au Japon en 50 volumes. Rien que ça. Il s'agit d'une série de sport, de tranches de vie, sur fond très léger de romance et plus marqué d'amitié. Donc comme je le disais, c'est un josei de sport dans lequel on suit une jeune femme qui souhaite devenir une championne de Karuta. Le Karuta, c'est un jeu de cartes traditionnel japonais sur lequel je vais pas m'étaler dans ce podcast, d'autant plus que j'y connais pas grand chose à ce stade, mais Chihayafuru serait une bonne occasion pour le découvrir. C'est un titre dans lequel l'amitié et les relations humaines de manière générale ont l'air extrêmement bien développées et d'être véritablement au cœur du récit. Ce titre, il est vraiment très très haut placé sur ma wishlist. Ce qui me freine un petit peu, c'est de 1 sa longueur, qui va également avec le fait que c'est une acquisition que j'aimerais bien faire d'occasion, mais le titre est très très peu présent sur le marché de l'occasion, ou à des prix qui sont vraiment très proches de ce qu'on peut trouver en neuf en fait. L'autre point un petit peu bloquant, c'est que, puisque la série est très longue, ça prend énormément de temps à lire, mais ce qui est sûr, c'est que je suis persuadé que la série a d'immenses qualités, et elle aurait tout ce qu'il faut pour devenir vraiment l'une de mes séries favorites. On enchaîne avec un titre publié chez Kana et terminé en 11 volumes, il s'agit de Cigarette and Cherry. C'est une romance dans laquelle on va suivre un jeune étudiant fraîchement entré à l'université, qui a l'air un petit peu maladroit sur les bords et qui va essayer de séduire une étudiante un petit peu plus âgée que lui. C'est un titre pareil sur lequel j'ai entendu plein de retours super positifs, ça a l'air d'être une romance assez fraîche, assez drôle également. Le dessin a l'air aussi très très réussi. C'est également un titre que je regarde de plus en plus en occasion pour éventuellement mettre la main dessus prochainement. On change à présent de registre avec Desco, publié chez Casterman et terminé en 7 volumes. Desco se déroule en fait dans un monde dans lequel les tueurs à gages sont extrêmement présents, se réunissent en guildes et sont classés en fonction de leurs résultats. Et on va suivre l'une d'entre elles, Desco, particulièrement douée et retorse et qui va un petit peu perturber cette organisation bien huilée. Il s'agit donc d'un titre d'Atsushi Kaneko, un auteur qui a un style bien à lui et sur lequel je suis encore assez novice. En ce qui me concerne, j'ai lu le recueil d'histoires courtes Atomic Strip que j'ai énormément aimé, ça avait été ma porte d'entrée pour découvrir son travail, et j'ai enchaîné avec Search and Destroy, terminé en 3 volumes et publié chez Delcourt Tonkam, que j'ai beaucoup aimé également, une réinterprétation de Dororo d'Osamu Tezuka. Et clairement, après ces deux lectures, j'ai qu'une envie, c'est de poursuivre ma découverte d'Atsushi Kaneko, et Desco c'est vraiment le titre qui se détache. Ça a l'air d'être une lecture vraiment jouissive dans le style très caractéristique de l'auteur. On est sur un titre fantastique et suspense. J'imagine que ça doit partir un petit peu dans tous les sens, mais ça doit être un plaisir à suivre. Et donc, avant d'enchaîner sur d'autres séries de l'auteur, j'ai vraiment envie de lire Desco. On revient sur de la tranche de vie, voire même un titre social, avec Entre les lignes, publié chez Kana. La série compte actuellement en France 8 tomes, le tome 9 va sortir en février 2024, et elle est terminée au Japon en 11 volumes. D'ailleurs, son autrice Tomoko Yamashita est également aux manettes d'un titre Boys Love et Enquête qui a l'air super intéressant, qui s'appelle The Night Beyond the Three-Cornered Window, et sur lequel j'ai également pu voir plein de très très bons retours, et pourquoi pas le découvrir après Entre les lignes. Entre les lignes, ça parle d'une adolescente qui, suite à la perte de ses parents dans un malheureux accident, va devoir vivre avec sa tante. Le problème, c'est que sa tante, c'est une femme très indépendante, que le contexte est évidemment pas facile du tout, et donc ces deux femmes vont devoir faire un énorme travail sur elles-mêmes pour cohabiter. C'est un titre qui a l'air vraiment extrêmement intelligent dans son traitement, dans le traitement des relations entre les différents personnages, et c'est vraiment pour ça que j'ai envie de le découvrir. On enchaîne avec un recueil d'histoires courtes, Eros XSF. C'est un titre de Shotaro Ishinomori, et c'est un titre que je ne vais pas nécessairement vous pitcher, justement parce qu'il s'agit d'un recueil d'histoires courtes. Il porte également très bien son nom, il s'agit d'un titre érotique et de science-fiction, Eros XSF.
Malheureusement, c'est un titre sur lequel c'est difficile de mettre la main désormais, il est plus disponible, donc je scrute ça très régulièrement sur les différentes plateformes, mais pour le moment c'est pas très fructueux. A noter que j'ai pensé plusieurs fois avoir mis la main dessus, en neuf, alors j'étais extrêmement étonné, mais je pense qu'il y a un petit problème au niveau de l'ISBN de ce titre, et plusieurs fois j'ai reçu un volume de Chisakobe à la place, donc j'ai dû le renvoyer malheureusement. Shotaro Ishinomori, c'est un auteur vintage qui a été un assistant d'Osamu Tezuka, et c'est vraiment... Alors, certes, j'ai très envie de découvrir le travail d'Osamu Tezuka, mais Shotaro Ishinomori, c'est vraiment cet auteur vintage que j'ai le plus envie de découvrir. J'ai énormément aimé ce que j'ai déjà pu lire de lui, et donc mettre la main sur ces différents titres, c'est clairement une priorité. On enchaîne avec un titre d'aventure slash fantastique qui s'appelle Faroe Paladin et qui est publié aux éditions Komiku. C'est un titre qui est toujours en cours en France comme au Japon en 11 volumes actuellement. Il s'agit également d'un isekai qui n'est vraiment pas mon genre de prédilection, mais je ne sais pas dire pourquoi, ce titre depuis le début il a retenu mon attention avec ses très jolis covers et son côté qui a l'air très orienté heroic fantasy, et moi j'adore l'heroic fantasy. Donc voilà, j'ai un petit peu de curiosité pour ce titre malgré l'aspect isekai qui me rebute quelque peu, mais il est quand même assez probable que je tente de découvrir au moins les premiers tomes juste pour voir si la série vaut le coup d'être poursuivie ou non. Au niveau du pitch, je pourrais vous le faire, mais clairement on est sur un isekai, donc le point de départ c'est exactement le même que dans tous les autres titres du genre. A noter que si le titre se trouve dans ma wishlist, c'est aussi parce que j'ai pu voir des retours vraiment bons dessus. Donc voilà, maintenant c'est à moi de me faire mon propre avis si je peux lire les premiers tomes. On enchaîne avec Insomniac de Makoto Ojiro, publié chez Soleil Manga. La série compte actuellement 10 tomes en France, le tome 11 sortira en février 2024, et la série est terminée au Japon en 14 volumes. Insomniac, c'est une série dans laquelle on va suivre deux protagonistes qui vont se rencontrer et qui ont tous les deux la particularité d'être insomniaques. C'est une tranche de vie un petit peu sociale sur fond de romance, et donc on va avoir l'occasion tout simplement de voir comment ils vont se rapprocher autour de cette particularité. C'est un titre qui a l'air extrêmement chill, très très doux, assez bienveillant, et c'est le genre de lecture qui fait du bien. J'en entends également toujours de très bons retours, donc c'est un titre que j'ai envie de découvrir. D'ailleurs, je vais respecter l'ordre alphabétique, mais vous verrez qu'après il y a un deuxième titre de Makoto Ojiro dans cette wishlist. On enchaîne avec un titre qui est lui très très haut placé dans ma wishlist. Il s'agit de Journal d'une vie tranquille de Tetsuya Shiba, l'auteur de Ashita no Joe. Journal d'une vie tranquille, c'est une autobiographie dans laquelle on va pouvoir suivre la vie de Tetsuya Shiba à partir de sa jeune enfance au Japon au milieu du XXe siècle, donc dans une période qui est assez trouble, avec les différents bombardements de la Seconde Guerre mondiale notamment, et au fur et à mesure des tomes, on va le voir grandir, et je pense qu'actuellement on est rendu à une époque où on suit un petit peu ses débuts en tant qu'auteur de manga. Je ne sais pas jusqu'à où la série va aller dans la couverture un petit peu de la vie de Tetsuya Shiba, étant donné qu'elle est toujours en cours au Japon en 5 volumes, et d'ailleurs en France, le 5e volume vient également de sortir. C'est un titre qui a l'air d'une grande richesse. Les autobiographies en plus c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'en plus de voir la vie de Tetsuya Shiba, et déjà en soi c'est passionnant, je pense qu'on va aussi avoir l'occasion de voir différentes évolutions de la société japonaise, et vraiment comme je vous dis, ce titre il est tout en haut de ma wishlist. C'est vraiment qu'une question de temps avant que je mette la main dessus. Parce que ça fait déjà trop longtemps qu'elle y est en plus dans cette wishlist. Et je pense que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un titre qui est précisé chez Vega Dupuis, mais il s'agit véritablement d'un titre de la première vague, donc avant le rachat de Dupuis, et cette première vague de chez Vega, elle était vraiment extrêmement qualitative. On enchaîne avec un autre titre de la première vague Vega, il s'agit cette fois-ci de Kakushi Goto. Kakushi Goto, c'est un titre dans lequel on suit un père qui vit seul avec sa fille assez jeune et qui a la particularité d'être auteur de mangas pas très recommandables. Et donc on va suivre un petit peu leur quotidien dans lequel il essaye constamment de cacher à sa fille la nature réelle de ses activités, tout en ignorant qu'en réalité elle est totalement au courant de ce qu'il fait. Et donc c'est le prétexte à différents gags, et la série a l'air vraiment très agréable à lire. C'est une série dont on entend assez peu parler, mais c'est typiquement le genre de titre que j'aime, et il faudrait que je la scrute un petit peu plus au niveau de l'occasion, parce que c'est vraiment le genre de titre que je prendrais sans hésiter si je trouve une bonne offre. On enchaîne avec Kamen Rider, publié chez Isan Manga et terminé en 2 volumes. Il s'agit d'un grand classique de Shotaro Ishinomori, dans le délire un petit peu Sentai. Le pitch, c'est qu'on suit un jeune homme qui a été enlevé par une organisation criminelle et transformé en cyborg par cette dernière. Suite à différents événements, il va réussir à leur échapper et il va se mettre à combattre cette organisation. En pratique, moi je connais pas grand chose à Kamen Rider, mais je sais que c'est un titre qui est cultissime parce qu'il a été adapté près d'une 50aine de fois au cinéma, rien que ça. Et dans ma volonté de découvrir vraiment en profondeur le travail
de Shotaro Ishinomori, c'est clairement un titre à lire. La difficulté, c'est que la série n'est plus commercialisée, donc c'est pas si facile que ça de mettre la main dessus, même si ça semble pas insurmontable. Donc pareil, je regarde un petit peu le marché de l'occasion pour essayer de la trouver, mais pour le moment, j'ai pas réussi encore à trouver une offre intéressante. On enchaîne avec Kamakura Diary, un titre d'Akimi Yoshida publié chez Kana et terminé en 9 volumes. Alors Akimi Yoshida, c'est également l'autrice de Banana Fish, dont on entend beaucoup plus parler que Kamakura Diary. Moi, j'ai jamais lu l'autrice encore, mais vraiment le titre que je veux découvrir, c'est Kamakura Diary et pas Banana Fish. Alors évidemment, pourquoi pas à l'occasion lire Banana Fish, mais ça viendra vraiment dans un deuxième temps. Kamakura Diary, en revanche, c'est un titre qui est tout en haut aussi de ma wishlist, un peu au même titre que Journal d'une vie tranquille dont je vous parlais un petit peu plus tôt. C'est un titre dans lequel on suit 3 sœurs qui ont été délaissées au cours de leur enfance par leurs parents et qui depuis sont devenues des adultes autonomes. Un jour, elles apprennent le décès de leur père et en se rendant à l'enterrement, elles apprennent par là même l'existence d'une jeune demi-sœur qui est désormais adolescente et qui est livrée à elle-même. Elles vont alors lui proposer de vivre avec elle et ça va être un petit peu le début d'une tranche de vie dans laquelle on suit les bonheurs et les malheurs de leur quotidien. Comme son nom l'indique, c'est une série qui se passe essentiellement à Kamakura, une petite ville côtière au sud de Tokyo, que j'ai eu l'occasion de visiter en 2018 et ça avait été un vrai coup de cœur. Si le titre se trouve tout en haut de ma wishlist, c'est parce que les retours sur celui-ci sont vraiment dithyrambiques. C'est un titre qui tout simplement semble bien au-dessus de la moyenne en termes d'écriture, que ce soit du scénario ou de ses personnages, qui a l'air d'être d'une très belle justesse dans le traitement des différents événements, et c'est vraiment un titre que j'ai extrêmement envie de découvrir. On continue avec un titre qui a été publié chez Kazé mais qui malheureusement est désormais en arrêt de commercialisation. Il s'agit de Kids on the Slope de Yuki Kodama, qui est notamment l'autrice de Chisako Garden, un recueil d'histoires courtes sorti chez Vega que j'avais beaucoup aimé. Kids on the Slope, c'est une série terminée en 9 volumes, dans laquelle on suit à la fin des années 60 deux lycéens que tout oppose sur le papier, mais qui vont se lier d'une profonde amitié en raison de leur passion commune pour le jazz qui vient tout juste d'arriver des États-Unis. C'est un titre d'amitié, de romance sociale également, puisqu'on va pouvoir voir un certain nombre d'évolutions de la société japonaise à travers lui. Un titre évidemment qui parle de musique, et c'est également un titre sur lequel j'ai pu voir d'excellents retours. C'est aussi un titre qui est assez haut placé sur ma wishlist. Malheureusement, encore une fois, c'est un titre très difficile à se procurer. Il est très peu présent sur le marché de l'occasion, et lorsqu'on le voit, c'est toujours à des prix exorbitants. Et donc c'est très clairement le genre de titre pour lequel je prie pour une réédition. Ce qui pourrait peut-être aller dans ce sens, c'est que Mangetsu a annoncé pour l'année 2024 un nouveau titre de l'autrice qui s'appelle The Blue Flowers and the Ceramic Forest. C'est un titre dont j'aurai l'occasion de vous reparler dans l'épisode dans lequel je vous parle des nouveautés de 2024 qui m'intéressent, donc je vais pas trop rentrer dans le détail à ce stade. Mais voilà, si Yuki Kodama a à nouveau une actualité chez nous, qui sait, peut-être que ça augmente nos chances de voir un jour une réédition de Kids on the Slope, un titre qui en tout cas a l'air vraiment excellent. On continue à avancer dans cette wishlist avec un titre qui s'appelle La Cité Saturne. C'est une série qui est terminée en 7 volumes, publiée chez Kana et toujours disponible. Quelle bonne nouvelle. C'est un titre de science-fiction et de tranche de vie, et comme je vous l'ai dit, j'ai tendance à beaucoup aimer la tranche de vie, et peut-être même encore plus lorsqu'elle est mélangée à de la fantasy, du fantastique ou de la science-fiction. La Cité Saturne, c'est un titre qui se passe dans un futur dans lequel l'humanité a épuisé l'ensemble des ressources de la planète Terre, et est contrainte de migrer dans un anneau artificiel qui a été construit, bâti autour de la Terre. Cette nouvelle société, elle s'est construite autour de 3 castes qui ne se mélangent pas et qui sont fonction du niveau de richesse des habitants. On suit notre héros qui est un nettoyeur de vitres, donc membre de la caste inférieure, et qui fait partie des seules personnes qui ont la possibilité de se déplacer dans les zones réservées aux castes intermédiaires et supérieures. Ces vitres qu'il nettoie vont ainsi être le prisme qui va nous permettre de découvrir la vie menée par les différentes castes. Mais notre héros, il a aussi la particularité d'avoir perdu son père, qui était également un nettoyeur de vitres, et qui semble être mort dans des circonstances un petit peu troubles. Et donc dans son quotidien d'apprenti dans le métier, il va avoir affaire à de nombreuses personnes qui avaient connu son père. Et donc on va suivre, je pense en tout cas, l'apprentissage de notre héros, dans ce métier qui a l'air quand même très difficile et laborieux, et la découverte qu'il va pouvoir faire des inégalités qui sont très présentes et marquées dans son univers. C'est typiquement le genre de titre qui a l'air très doux amer, avec une certaine part de nostalgie du héros envers son père, nostalgie des habitants envers leur vie passée sur Terre, avec une amertume qui vient également de cet énorme écart social entre les différentes castes, et c'est un titre qui a l'air extrêmement intéressant, tout en subtilité, et que j'ai vraiment hâte de découvrir.
Je vous disais tout à l'heure qu'on reparlerait de Makoto Ojiro, l'autrice d'Insomniac, et c'est ce qu'on va faire maintenant puisque la prochaine série sur ma wishlist n'est autre que La fille du temple au chat, qui est également l'une de ces séries, qui est parue chez Soleil Manga et qui est terminée en 9 volumes. C'est une série qui a l'air vraiment toute douce, série de tranches de vie et de romance dans laquelle on va suivre un jeune lycéen qui, pour s'éloigner un petit peu du giron de ses parents, va aller vivre chez sa grand-mère à la campagne, et ça va être le point de départ d'une romance toute douce qui va s'installer dans un milieu rural comme on les aime. C'est une série qui a l'air extrêmement chill, vraiment le genre de lecture qui me fait beaucoup de bien, et c'est la raison principale pour laquelle j'ai envie de la découvrir. C'est une série qui est sur ma wishlist depuis un bon petit bout de temps, elle l'était d'ailleurs bien avant Insomniac, et même bien avant qu'Insomniac ne démarre en France, et donc il faudrait que je me bouge un petit peu et que je mette la main dessus pour avoir l'occasion de passer ce très bon moment de lecture, je l'espère en tout cas. On enchaîne avec un titre publié chez Isan Manga à nouveau, donc comme Kamen Rider, et ce sera le dernier titre que je vais vous présenter chez cette maison d'édition. Il s'agit du disciple de Doraku. C'est une série par Akira Ose, l'auteur de l'excellentissime Natsuko no Sake, qui est paru chez Vega, et qui est vraiment un de mes titres préférés tout simplement. Et donc par ricochet, j'aimerais évidemment découvrir le reste du travail d'Akira Ose. Également, il traite d'un sujet qui m'intéresse parce qu'on touche vraiment à un élément de la culture traditionnelle japonaise qui n'est autre que le rakugo dont on a beaucoup entendu parler récemment avec la sortie d'Akane Banashi. Et donc pour vous dire un petit peu de quoi ça parle, dans Le disciple de Doraku, on suit un instituteur qui un jour, en interprétant devant les élèves de sa classe une pièce de rakugo alors qu'a priori il est assez novice dans le domaine, va avoir une véritable révélation pour cet art et se lancer corps et âme dans sa pratique, après avoir fait un petit peu pression sur un maître dans le domaine pour devenir son disciple. Le gros problème avec cette série, c'est qu'elle a un statut en France assez complexe à déterminer. Donc le tome 3 est paru en 2016, donc ça fait déjà 7 ans. La série est toujours en cours au Japon avec 18 volumes. Alors je sais pas véritablement si en France c'est des volumes doubles ou pas, mais dans tous les cas, 3 volumes sur 18, c'est rien du tout, même si c'est des volumes doubles, ça en fait que 6. Et le problème c'est qu'Isan Manga ne communique plus du tout sur la série. Alors j'avais eu l'occasion de leur demander un petit peu ce qu'il en était, mais ça remonte déjà à au moins 3-4 ans, et à l'époque on m'avait dit qu'ils avaient des problèmes avec les ayants droit, mais depuis il y a eu pour ainsi dire aucune communication de leur part à ce sujet, donc on ne sait pas du tout ce qu'il en est, ce qui fait qu'au niveau de ma wishlist, Le disciple de Doraku c'est une série qui est un petit peu bloquée, c'est-à-dire que bien sûr je conserve un très fort intérêt pour le titre, et très clairement si la sortie des tomes reprenait chez nous, c'est un titre sur lequel je me jetterais, mais pour le moment c'est très clairement en stand-by, et j'ai pas l'intention de la démarrer tant que les choses ne sont pas un petit peu clarifiées par l'éditeur, et tant qu'on n'a pas de nouveaux tomes qui arrivent chez nous tout simplement. On enchaîne avec un titre publié chez Mangetsu qui s'appelle Les Enfants d'Hippocrate. C'est un titre de Toshiya Higashimoto qui est également l'auteur du Bateau de Thésée, titre que je n'ai pas lu non plus, qui a l'air intéressant mais qui figure pas forcément sur ma wishlist actuellement. Alors Les Enfants d'Hippocrate, c'est en 8 tomes en cours actuellement en France et la série sera complète en 10 volumes. Elle est déjà terminée au Japon. C'est un titre dans lequel on suit les aventures d'un jeune pédiatre qui est véritablement passionné par son métier et qui fait face au quotidien aux difficultés qu'il peut représenter. C'est un titre de tranche de vie un petit peu dramatique, et on peut facilement imaginer que notre jeune pédiatre y doit parfois avoir affaire à des situations dramatiques. C'est un titre qui a l'air très touchant, très humain, et c'est la raison pour laquelle il se trouve sur ma wishlist. Les retours sur ce titre sont globalement excellents, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'en voir quelques-uns un peu plus nuancés aussi, et donc Les Enfants d'Hippocrate c'est présent sur ma wishlist, mais c'est pas forcément placé tout en haut. Maintenant, si ça a été un véritable coup de cœur pour vous, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est quand même clairement une série pour laquelle j'ai de l'intérêt. On enchaîne avec une série publiée chez Kurokawa. Il s'agit des Héros de la Galaxie, une série d'aventure et de science-fiction. C'est en fait l'adaptation d'un roman de Yoshiki Tanaka, qui est un romancier extrêmement célèbre au Japon. La série compte actuellement 21 volumes en France et 27 volumes au Japon où elle est toujours en cours. Donc c'est une série qui commence à être un petit peu longue, mais c'est un titre qui a l'air vraiment passionnant. C'est une vraie saga de science-fiction dans laquelle on suit deux grandes forces aux idéologies opposées qui vont se faire la guerre, avec un aspect stratégique très poussé. Et la particularité, c'est qu'on suit vraiment les deux camps au même titre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun manichéisme a priori entre eux. Et c'est un titre qui a vraiment une très très bonne réputation et qui m'intéresse depuis un petit bout de temps. Le dessin est assez atypique, mais j'ai tendance à ne pas trop me focaliser sur cet aspect-là. Et vraiment, c'est un titre qui a l'air très riche et très intéressant et que j'aimerais découvrir. Il est peut-être pas le plus haut placé sur cette wishlist, notamment parce qu'il est assez long et parce que les offres en occasion ne sont pas extrêmement présentes non plus, bien que le titre soit toujours commercialisé. Mais dans tous les cas, c'est quand même un titre que j'espère découvrir à l'occasion.
On enchaîne avec un titre publié chez Kana, terminé en 3 volumes. Il s'agit de Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo Kamimura. Kazuo Kamimura, c'est une véritable pointure du manga, avec un trait extrêmement reconnaissable et magnifique. Mais c'est un auteur que moi j'ai pas trop creusé encore. Pour le moment, j'ai uniquement lu Le Club des Divorcés, qui avait été une bonne lecture, sans être un immense coup de cœur. Mais voilà, pour poursuivre ma découverte de cet auteur, le titre qui m'intéresse le plus, c'est très clairement Lorsque nous vivions ensemble. Même s'il y en a quelques autres que j'aimerais bien découvrir également, mais ils sont pas forcément présents sur cette wishlist. Dans Lorsque nous vivions ensemble, qui est une véritable tranche de vie, on suit la vie d'un jeune couple non marié au Japon dans les années 70, avec ses joies et ses peines du quotidien. Par contre, ce n'est pas parce que c'est une tranche de vie que ça a nécessairement l'air d'être un titre chill et bienveillant. Au contraire, de ce que je comprends, Lorsque nous vivions ensemble, c'est plutôt un titre qui peut se montrer très cru avec des moments assez durs, assez choquant, donc c'est pas forcément un titre à mettre entre toutes les mains. Et je pense que c'est un des titres de l'auteur qui a la meilleure réputation. Les 3 volumes sont 3 vrais gros pavés en revanche, donc en 9 c'est quand même pas donné, mais j'ai quand même bien l'intention de mettre la main sur le titre à l'occasion pour poursuivre ma découverte du travail de Kazuo Kamimura. On enchaîne avec Mars, un titre de romance dramatique qui est réédité actuellement chez Panini. On a déjà 2 tomes qui sont sortis, le 3e tome sortira en janvier et cette réédition sera complète en 8 volumes. Mars, c'est un titre dont on entend pas mal parler en ce moment puisque on a eu toute cette actualité autour de la réédition. J'avais déjà entendu de très très bons retours sur ce titre avant même que la réédition soit annoncée, parce que je sais qu'il avait une base de lecteurs vraiment très très fans. Au niveau du synopsis, je vais avoir du mal à vous en dire beaucoup, parce qu'a priori c'est très classique, on est sur une romance entre 2 personnages que tout oppose. Je pense qu'il y a également quelques éléments tirés un petit peu de la mythologie, mais je ne sais pas vraiment dans quelle mesure. En tout cas, il s'agit a priori d'une romance qui est très bien écrite, notamment au niveau de la relation entre ces différents personnages. C'est pas un titre qui figure forcément tout en haut de ma wishlist, j'attends également de voir un petit peu les retours des personnes qui découvrent la série avec la réédition, et peut-être qu'en fonction de l'engouement, ça pourra me donner envie de sauter le pas ou pas. En tout cas, très clairement, c'est sûr que sans la réédition, je ne l'aurais probablement jamais pris, mais faut reconnaître qu'elle a l'air assez sympa cette réédition, et donc en fonction des retours, pourquoi pas se lancer dans le futur. On enchaîne avec Minuscule, une série publiée chez Komiku et qui compte actuellement en France comme au Japon 11 volumes. Elle est toujours en cours. C'est un titre de pure tranche de vie qui a l'air tout mignon, tout chill, dans lequel on suit le quotidien d'un petit peuple qui vit dans la forêt et dont les membres font une dizaine de centimètres tout au plus. Et on peut suivre un petit peu avec émerveillement la vie quotidienne de ces personnes, avec les différentes problématiques qu'elles peuvent rencontrer, notamment j'imagine en raison de leur petite taille. C'est un titre au vibe Arthur et les Minimoys, très clairement. Le dessin est très mignon, c'est pas forcément le genre de choses auxquelles je suis très réceptif de base, mais je sais pas, il y a un truc qui me parle avec Minuscule, ça a l'air vraiment d'être une super lecture, avec aussi un petit aspect aventure et fantastique au-delà de l'aspect tranche de vie, et donc c'est quand même une série sur laquelle j'aimerais bien mettre la main aussi dans le futur. On enchaîne avec un titre qui est lui aussi malheureusement en arrêt de commercialisation. Il s'agit de la série Nodame Cantabile qui était sortie chez Pika, terminée en 25 volumes. C'est un titre de romance et de musique. C'est en fait une romance entre 2 musiciens de génie au style et aux méthodes opposées. J'ai pas grand chose à dire de plus au niveau du synopsis. On est sur quelque chose d'assez classique également, mais c'est un titre sur lequel j'ai entendu des retours excellents aussi, avec apparemment des personnages très très bien écrits. Je pense que c'est un titre qui est assez drôle également, et vraiment c'est un titre qui est placé assez haut sur ma wishlist, mais clairement il est très difficile à se procurer de nos jours, et ça fait partie de ces titres pour lesquels j'espère un jour entendre des nouvelles quant à une réédition, parce que les prix là sur le marché de l'occasion actuellement c'est juste invraisemblable. Donc voilà, je croise les doigts très très fort pour que ça apparaisse à nouveau chez nous un jour. A noter qu'il s'agit d'un titre de Tomoko Ninomiya, et qu'un petit peu plus tard, je vais également vous présenter le 2e titre de l'autrice paru chez nous, qui est également présent dans cette wishlist. En attendant, on enchaîne avec un titre de Daisuke Imai paru chez Mangetsu et terminé en 5 volumes, il s'agit de Paka. Alors Paka, c'est une romance lycéenne sur fond de vibe un petit peu fantastique, avec des lycéens qui vont être amenés à se transformer en kappa, cette créature aquatique du folklore japonais. C'est une romance qui a priori est très bien écrite, en tout cas tous les retours que j'ai pu voir à son sujet vont dans ce sens. Donc voilà, romance fantastique, très bien écrit, il m'en faut pas beaucoup plus pour y aller, en plus c'est terminé en 5 volumes, donc c'est très clairement un titre que je risque de découvrir prochainement.
On enchaîne avec Père Fouettard Corporation, un titre en cours de parution chez Kurokawa. Le 7e volume vient de sortir pour les fêtes, et en fait c'est le rythme un petit peu de la série, c'est-à-dire qu'on a un volume par an au moment des fêtes. C'est une série de comédie un petit peu fantastique, dans laquelle on suit en gros un héros qui se retrouve malgré lui à travailler au pôle Nord pour une entreprise tenue par le Père Fouettard. C'est une série qui a l'air un petit peu what the fuck, sur laquelle on voit pas énormément de retours, mais tous les retours que je peux voir sont toujours très bons. C'est vraiment le genre de série dans laquelle je ne sais pas du tout où l'auteur a l'intention de nous emmener, mais apparemment la série continue, elle est toujours aussi intéressante. Elle fait partie de ces séries qui vraiment m'intriguent beaucoup, et donc c'est sûr que je finirai par la découvrir un jour ou l'autre. On enchaîne avec un titre du grand Naoki Urasawa, il s'agit de Pluto, une série de science-fiction et de suspense. J'ai pas forcément envie de vous pitcher la série Pluto parce qu'en fait le faire en une ou deux phrases, c'est pas si facile que ça. C'est une série dont on parle énormément actuellement parce qu'elle vient d'être adaptée dans un anime qui, j'ai l'impression, a eu un très bon accueil, donc c'est vraiment cool. Pour la petite anecdote, j'aime beaucoup le travail de Naoki Urasawa sans en être un fan absolu comme j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de monde. Moi en fait, pour ce qui est du travail de Naoki Urasawa, j'ai lu donc son recueil d'histoires courtes Hachum, que j'ai trouvé pas si ouf que ça. J'ai lu le titre qu'il a fait en coopération avec les éditions du Louvre qui s'appelle Mujirushi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui avait été une lecture sympathique mais pas transcendante non plus. Et avant ces deux titres-là, j'avais commencé par Monster, qui est vraiment un excellent titre, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai jamais vraiment poursuivi ma découverte de Naoki Urasawa, à part sur cette série très courte que je viens de citer, et j'avais toujours dit qu'après Monster, le titre de l'auteur que je lirais, ce serait Pluto. Ça a toujours été un titre qui m'intéressait beaucoup, et je dois vous avouer que j'ai pas forcément ultra envie d'aller vers 20th Century Boy, ou Billy Bat, ou ce genre de titre. Éventuellement Yawara pourrait m'intéresser aussi, mais Pluto, c'est clairement le titre de Naoki Urasawa que j'ai envie de découvrir, et en fait, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'attends pour me jeter dessus ? Alors là, on a eu récemment en plus la ressortie d'un coffret avec l'intégrale des 8 volumes, mais je trouve que le coffret, il est pas très réussi en lui-même, donc ça ne me pousse pas à y aller. Mais très clairement, plutôt, c'est une série que je vais finir par acquérir et par lire, c'est une certitude, et c'est aussi une série qui figure très haut sur cette wishlist. On enchaîne avec le dernier titre de Shotaro Ishinomori présent dans cette wishlist, il s'agit de Sabu et Ichi. Sabu et Ichi, c'est un titre qui se passe à l'époque Edo, dans laquelle on suit Sabu, qui est en fait un jeune garçon de course au service de l'État, qui vit avec Ichi, un masseur aveugle qui manie le sabre et qui est très fort. Et ensemble, ils vont en quelque sorte veiller sur leur province et protéger la population au gré de petites histoires qui vont un petit peu se déclencher au fur et à mesure de leur rencontre avec différents personnages secondaires. C'est un titre qui a une très bonne réputation et que j'ai vraiment envie de découvrir de l'auteur. Ça fait vraiment partie des titres à lire de Shotaro Ishinomori. Maintenant, on a 4 volumes qui sont d'énormes pavés, et c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai tendance à repousser mon acquisition de la série, mais c'est très clairement une série que je finirai par lire également. Sabu Ichi, c'est une série historique publiée chez Kana et terminée en 4 volumes. On enchaîne et on se rapproche peu à peu de la fin de cette wishlist avec Snegoroshka, un titre historique et de suspense publié chez Casterman, il s'agit d'un one-shot. C'est un titre un petit peu autour de l'URSS. C'est un titre que je ne vais pas vous pitcher parce que c'est assez orienté également politique, etc. et assez complexe, et vu qu'il s'agit en plus d'un one-shot, ça ne fait pas forcément de sens de rentrer extrêmement dans les détails de l'histoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce serait pas possible de vous le résumer en 2-3 phrases. Et donc, si le titre vous intéresse, je vous invite à aller vous renseigner dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dessin est magnifique parce qu'il s'agit d'Hiroaki Samura, et le titre a une belle petite réputation auprès des personnes qui l'ont lu. Ça figure pas non plus tout en haut de ma wishlist, mais c'est un titre que je n'hésiterai pas à découvrir si l'occasion se présente. Tout à l'heure, je vous parlais de Tomoko Ninomiya et je vous disais qu'il y avait un deuxième titre, son deuxième titre paru en France, qui se trouvait également dans cette wishlist. Ce titre, c'est Tensai Family Company. C'est une comédie, une pure comédie a priori, dans laquelle on suit un personnage principal qui est un étudiant brillant, un petit peu mesquin sur les bords et très égocentrique, qui se destine aux hautes sphères de la finance, et qui un jour va voir sa vie totalement déréglée par le remariage de sa mère avec un artiste dont les valeurs sont vraiment opposées aux siennes, qui est beaucoup plus tourné vers les choses simples de la vie, et qui est tout doucement en train de convertir l'entourage de notre héros, ce qui n'est pas vraiment pour lui plaire. C'est un titre qui a l'air assez drôle, c'est terminé en 6 volumes, et ça a été publié à l'époque aux éditions Asuka. Asuka, c'est un ancien éditeur qui faisait partie du groupe Soleil, puis qui a été racheté par Kazé, et si je ne dis pas de bêtises, c'est une info à vérifier, j'en suis pas sûr, mais je crois qu'une partie de son équipe a par la suite lancé les éditions Akata. On enchaîne avec un titre publié chez Delcourt Tonkam,
qui s'appelle Sous le ciel de Tokyo. C'est une tranche de vie sur fond historique dans laquelle on va pouvoir suivre un petit peu la vie quotidienne d'un couple dont l'époux est un pilote de chasse qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, après ces événements, on va suivre un petit peu leur vie quotidienne dans cette époque si particulière. C'est un titre qui est terminé en 2 tomes et qui a l'air tout simplement d'être une excellente lecture que j'ai bien l'intention de découvrir. Et si je ne dis pas de bêtises, son auteur, donc Seiho Takizawa, va voir plusieurs de ses séries arriver chez nous également en 2024, et je crois que c'est systématiquement des séries sur des thématiques assez similaires. Ça a l'air assez intéressant, donc on verra un petit peu ce qu'il en est. On continue avec The Fable, une série publiée chez Pika, qui compte actuellement 14 tomes en France, qui est terminée en 22 volumes au Japon, mais je crois qu'il y a une deuxième partie qui est déjà en cours avec un certain nombre de volumes. C'est une comédie très orientée action également et suspense, dans laquelle on suit un ancien tueur à gages de génie qui est obligé de mettre un petit peu ses activités en pause et de reprendre une vie normale pour se faire oublier parce qu'il a un petit peu trop opéré dernièrement. Et le voir tenter de redevenir un citoyen lambda, ça va être l'occasion d'énormément de situations comiques, parce qu'en fait le type est totalement inadapté à la vie normale. Donc voilà, ça a l'air d'être une série très drôle. Alors je sais très bien que The Fable, c'est une série qui devrait énormément me plaire. Je pense être très très réceptif à l'humour qui est présent dans cette série. Je sais pas vraiment pourquoi, j'ai pas encore sauté le pas. Je pense que c'est aussi lié à la longueur du titre, qui fait quand même 22 volumes, avec une seconde partie qui est déjà en cours au Japon et qui comporte un certain nombre de volumes également. Je le fais pas forcément pour le moment, mais je vais me mettre à surveiller un petit peu quand même les offres en occasion, parce que c'est vraiment un titre que j'aimerais découvrir quand même. On enchaîne avec une série publiée chez Mangetsu qui comporte actuellement 8 tomes en France, tout comme au Japon où elle est toujours en cours. Cette série, il s'agit de The Ice Guy and the Cool Girl. C'est une romance dans le monde du travail entre un descendant de Yuki Onna, donc la femme des neiges dans le folklore japonais, et une de ses collègues. J'en sais pas beaucoup plus sur le titre, mais c'est un titre qui a une assez bonne réputation et en ce moment j'ai un petit peu ma période romance où j'ai envie d'en lire. Et je pense que ce qui m'a principalement intéressé sur le titre, c'est le trait que je trouve assez doux, assez joli. Donc voilà, je sais pas tellement dans quoi je me lancerai, mais c'est possible qu'à l'occasion je prenne les quelques premiers tomes pour découvrir un petit peu si la série me plaît ou pas. On enchaîne avec une série qui s'appelle The Red Rat in Hollywood. C'est également chez Vega Dupuis, ça fait également partie de la première vague, donc avant le rachat de Dupuis. La série est actuellement complète en 10 volumes. C'est toujours commercialisé, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour très longtemps, donc il faudrait que je mette la main dessus. C'est un titre historique de suspense avec une dimension très très politique, et c'est un titre que je ne vais pas vous pitcher parce que c'est beaucoup trop complexe pour être résumé simplement, surtout par quelqu'un qui n'a pas lu la série, mais j'en ai entendu que d'excellents retours. Il paraît que la série est extrêmement documentée, que c'est vraiment une lecture super enrichissante sur certains aspects qu'on connaît finalement assez peu de l'histoire entre l'URSS et les États-Unis, notamment sur tout ce qui est, je pense, propagande et manipulation de l'État. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est tiré d'événements réels, et voilà, ça a l'air d'être une série très pointue sur son domaine, et c'est quand même une série que j'aimerais bien découvrir, même si le fait que le sujet ait l'air assez lourd fait que j'ai du mal à la placer très très haut dans cette wishlist. On continue avec The Witch and the Beast, une série publiée chez Pika qui compte actuellement 10 volumes en France comme au Japon et qui est toujours en cours. C'est une série de fantasy et suspense dans laquelle on suit 2 personnages qui sont membres d'un ordre dont le rôle est d'éviter les débordements liés à la magie. Et l'un d'entre eux est notamment à la recherche d'une sorcière bien particulière pour une question de vengeance personnelle. C'est un titre qui a l'air assez sombre dans un monde de fantasy un petit peu perverti. La série n'avait pas du tout retenu mon attention pour être totalement honnête, et récemment j'ai entendu Loïc du monde de Tada en faire la promotion. Et je me suis dit que le titre pourrait clairement me plaire. Je pense pas me lancer à corps perdu dedans, mais pourquoi pas tester les quelques premiers volumes pour voir un petit peu si j'accroche ou pas. Apparemment les dessins sont également très très réussis, et bien que je sois du genre à pas trop me focus sur les dessins, je trouve que pour ce genre de titre, c'est un véritable plus. Donc voilà, pourquoi pas essayer quelques volumes à l'occasion pour découvrir un petit peu ce titre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On continue avec un titre qui est lui aussi placé très très haut dans ma wishlist, comme certains autres dont j'ai pu vous parler. Il s'agit de Vertical, publié chez Glénat et terminé en 18 volumes. C'est par Shinichi Ichizuka, l'auteur de Blue Giant. Blue Giant que je considère comme la meilleure série actuellement en cours de parution, à égalité avec Glouton et Dragon, je me sens obligé de le préciser. Vertical, c'est un titre dans lequel on suit un alpiniste chevronné qui va devenir secouriste en montagne, et on va avoir une succession d'histoires courtes dans lesquelles on va pouvoir le voir apporter son aide à différentes personnes en difficulté dans les montagnes.
c'est un titre qui apparemment est assez cru, sur lesquels on a un fil rouge qui n'est pas extrêmement marqué, mais en tout cas, toutes les affaires ne semblent pas se finir extrêmement bien nécessairement. C'est un titre qui est réaliste en fait, tout simplement, je pense, à propos des différents dangers en montagne, mais j'ai toute confiance dans le talent d'écriture immense de Shinichi Shizuka, et c'est pour ça que j'ai vraiment très envie de découvrir ce titre. De toute façon, tout ce qui paraîtra de l'auteur en France, c'est quelque chose que je finirai par lire à coup sûr. Et donc c'est un titre qui va mélanger un petit peu tranche de vie et aventure. On continue et on s'approche très très fortement de la fin avec Vie de Mizuki, un titre en 3 volumes publié aux éditions Cornelius, titre de Shigeru Mizuki, qui est en fait une autobiographie de l'auteur, auteur qui est un véritable pionnier dans l'histoire du manga, dont bon nombre des titres sont sortis à la grande époque du magazine Garo, et qui est également un petit peu le père du manga de yokai, qui était très clairement l'une de ses spécialités, et il a ainsi pu créer quelques personnages cultes comme Kitaro le repoussant, Gege no Kitaro en version originale. C'est clairement un auteur dont le travail m'intéresse énormément. J'ai l'intention de lire Kitaro à l'occasion, qui est également publié chez Cornelius, mais en attendant, j'ai vraiment très envie de découvrir Vie de Mizuki, qui est un titre autobiographique qui retrace un petit peu sa vie pour du XXe siècle au Japon. Je sais pas exactement quelle période de sa vie ça couvre, mais pour sûr ça doit être passionnant. J'attends de ce titre une autobiographie dans laquelle on découvre la vie du personnage, mais également un petit peu l'évolution de la société japonaise en parallèle, et c'est un titre que je finirai par acquérir, c'est une certitude. Avant-dernier titre de ma wishlist, il s'agit de Wombs, un titre de science-fiction et de suspense paru chez Akata et terminé en 5 volumes. C'est un titre qui n'est également pas facile à pitcher en quelques phrases, mais pour faire très très simple, et en réalité je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. On suit dans un univers de science-fiction en guerre, une unité spéciale qui est composée uniquement de femmes, et plus particulièrement notre personnage principal va être l'une des nouvelles recrues de cette équipe, et elle va devoir un petit peu se familiariser avec ce conflit, mais dont elle ignore en pratique tous les enjeux et toutes les implications. C'est un titre qui a l'air de brosser un panel de thématiques assez large, qui a l'air d'être vraiment très riche et très intéressant. Je pense qu'il s'agit vraiment d'une très belle œuvre de science-fiction, et j'aimerais bien la découvrir aussi à l'occasion. Elle n'est pas forcément placée le plus haut dans ma wishlist, mais c'est un titre que j'hésiterai pas à découvrir si l'occasion se présente. On termine cette présentation de ma wishlist manga avec un sacré morceau. Il s'agit de Zipang, publié chez Kana, terminé en 43 volumes et qui est clairement en arrêt de commercialisation lui aussi. Alors autant un arrêt de commercialisation sur une série en 4-5 volumes, ça reste gérable, autant sur une série en 43 volumes, ça pique un petit peu. Donc autant vous dire que c'est une série sur laquelle il est extrêmement compliqué de mettre la main actuellement. J'aimerais énormément qu'elle soit rééditée un jour. Je suis pas sûr que ce soit d'actualité, mais on peut toujours espérer. Zipang, c'est un titre historique et dramatique dans lequel on va suivre un petit peu le destin d'un bateau de la marine japonaise et de son équipage qui, suite à une catastrophe climatique, vont se retrouver transportés en 1942 en pleine guerre du Pacifique. Et donc eux, ils disposent de tout l'arsenal moderne qu'un bâtiment militaire peut comporter. Ils connaissent un petit peu les tenants et les aboutissants du conflit, et donc il y a un dilemme moral qui va se présenter à eux, qui est de savoir est-ce qu'ils vont y participer ou non. Et donc puisque la série fait 43 volumes, j'imagine qu'ils vont y participer, dans une certaine mesure en tout cas. C'est un titre qui a l'air véritablement passionnant, c'est des thématiques qui m'intéressent, moralement ça peut être extrêmement riche, je pense également qu'il y a pas mal de thématiques qui sont abordées au travers du titre, et qu'en 43 volumes, on a le temps de développer extrêmement bien les personnages et de les faire évoluer de manière cohérente. C'est vraiment un titre qui me hype quand j'en parle, mais très clairement actuellement ça relève un petit peu du doux rêve de se la procurer. Donc voilà, on peut juste croiser les doigts pour une réédition ou péter totalement un câble et mettre 800 € pour l'acquérir, mais ça c'est pas vraiment prévu pour le moment. Et voilà, c'était tout pour la présentation de ma wishlist manga. J'espère que l'épisode vous aura plu, j'espère également que ça aura pu vous donner un très bon aperçu de quels sont en partie mes goûts en matière de manga, ou en tout cas ce que j'aspire à lire actuellement, tout en gardant à l'esprit évidemment que cette wishlist elle est très mouvante, qu'elle n'est pas forcément exhaustive. Je pense que je pourrais vous citer des dizaines d'autres titres qui m'intéressent et qui n'ont pas forcément été inscrits dans cette wishlist, mais il fallait bien placer quelques limites à un moment, sinon l'épisode aurait été interminable. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode, sur les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez le faire, je pense notamment à Apple Podcast, je pense que c'est possible aussi sur Spotify, à vrai dire j'en sais rien pour être totalement transparent. N'hésitez pas également à vous abonner sur ces différentes plateformes, n'hésitez pas à me contacter aussi sur Instagram si vous avez des commentaires sur le podcast, si vous avez vos avis à me partager sur les différentes séries que j'ai pu aborder, tous les liens sont dans la bio de Natsukashi.
cette aventure podcast, je la fais avant tout pour l'échange que ça peut générer. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Mes excuses si j'ai pas forcément été extrêmement pertinent sur l'un ou l'autre des titres qui peut-être vous tiennent à cœur. L'exercice est pas forcément simple lorsqu'on n'a pas lu le titre en question. On va en rester là pour cet épisode, prenez soin de vous, et on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode dans lequel, et je pense que je l'ai déjà un petit peu teasé, on parlera des nouveautés qui m'intéressent et que je pense très fortement acquérir pour l'année 2024 qui arrive. Bonne journée ou soirée, et à bientôt.